Benjamin Haddad. Bonjour. Alors on va prendre le temps avec vous de revenir sur ce conflit en Ukraine pour avoir les clés pour décrypter, bien comprendre ce qui s'y passe. Depuis maintenant plus d'une semaine, les Russes ont envahi l'Ukraine. Et quand Vladimir Poutine prend cette décision, à quoi pense-t-il exactement? À quoi s'attend-il? Alors, Vladimir Poutine, là, est lancé dans une guerre totale contre l'Ukraine. Il s'agit vraiment de remplacer le régime à Kiev. Il semble qu'il s'est un peu intoxiqué à sa propre propagande. Il parle de dénazifier l'Ukraine, de neutraliser l'Ukraine. Donc on va bien au-delà simplement des régions de l'Est du Donbass ou de la question de l'OTAN qui avait été brandie par la Russie. Aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre de très grande ampleur. Mais ce qu'on voit, c'est que Vladimir Poutine a clairement sous-estimé je dirais, l'ampleur de l'aventure dans laquelle il s'est lancé. Sous-estimer la résistance des Ukrainiens qui sont en train de résister à l'agression russe. Il a sous-estimé la mobilisation de la communauté internationale et on a vu très rapidement les sanctions, les livraisons d'armes par les Européens et les Américains. Et il a peut-être aussi sous-estimé la colère de sa propre population qui ne comprend pas pourquoi Vladimir Poutine s'est lancé dans cette agression. Pourtant, lorsqu'on écoute Vladimir Poutine, il dit que tout se déroule selon le plan, tout ce qui était prévu. Oui, mais manifestement, il a l'air d'avoir très peur de sa propre population, puisqu'on a vu hier des mesures très dures qui ont été prises en termes de répression de l'information en Russie. Facebook, Twitter, les derniers médias indépendants qui ont été fermés. Les citoyens russes qui révèlent des informations sur la guerre en Ukraine sont menacés aujourd'hui de 15 ans de prison. C'est clairement un régime qui est aujourd'hui dans une forme de fébrilité. Alors l'armée russe, depuis hier, occupe une centrale nucléaire dans le sud-est de l'Ukraine. Alors est-ce que c'est la terreur par le nucléaire, comme l'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky ? Oui, alors déjà, il faut se rappeler que attaquer une centrale nucléaire, même dans le cadre d'une guerre, c'est une violation du droit international. Donc même dans la guerre, il y a des règles. Absolument. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça pose question. Il y a 5 sites nucléaires en Ukraine. Le président Macron, hier, a dit que la France allait faire des propositions avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique pour essayer de sécuriser ces sites. Donc on verra peut-être dans le cadre des Nations Unies ce qu'il en sera dans les prochains jours. Mais ça montre vraiment l'irresponsabilité et la montée en violence de la part de la Russie. Le plan initial de Vladimir Poutine, c'était de lancer une guerre éclair sur Kiev, d'essayer de décapiter la direction politique, c'est-à-dire le président Zelensky, et puis après occuper le reste de l'Ukraine. Ça n'a pas marché parce que Vladimir Poutine a sous-estimé la résistance des Ukrainiens. Donc aujourd'hui, on va voir malheureusement dans les prochaines semaines une montée en violence qui vont cibler notamment les civils, les infrastructures civiles. C'est déjà le cas. Oui. Les écoles, les hôpitaux, les mairies. À Kiev, à Mariupol, à Kharkiv, on voit aujourd'hui une guerre qui devient de plus en plus violente et malheureusement qui touche principalement les civils pour essayer de casser le moral de la population ukrainienne. Et contre cette guerre, on a l'Union européenne hier qui a annoncé des sanctions encore plus sévères. Est-ce que c'est ça la bonne stratégie ? Oui, alors qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Adopter des sanctions pour faire monter la pression économique sur le régime de Vladimir Poutine. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment le sentiment que c'est efficace. Non, alors c'est évidemment que ça va mettre du temps. Et bien sûr, le rapport de force sur le terrain est en faveur de la Russie, qui a une armée plus moderne, et on le sait. Mais en revanche, on peut faire deux choses. On peut continuer à pousser les sanctions. Il s'agit quoi ? D'isoler le régime de Vladimir Poutine, en ciblant notamment les oligarques proches du régime, peut-être pour le mettre lui-même sous pression, et puis réduire les marges de manœuvre budgétaires de la Russie pour financer cette guerre. C'est pour ça, par exemple, qu'on a sanctionné un certain nombre de banques, et notamment la Banque centrale. Mais pas toutes les banques, ça il faut le préciser. Pas encore toutes les banques, oui. Mais effectivement, je pense qu'on va voir plus de paquets sanctions. On a essayé de frapper très vite, notamment sur, je dirais, les mesures sur lesquelles on pouvait trouver un consensus européen assez fort, mais on va avoir d'autres vagues de sanctions. Un autre élément très important, c'est d'armer les Ukrainiens. C'est de livrer des armes, c'est ce qu'on fait, il faut continuer à le faire pour donner aux Ukrainiens la possibilité de se défendre. Il s'agit ici de rééquilibrer le rapport de force entre l'Ukraine et la Russie, pour trouver peut-être une voie de sortie diplomatique. Au fond, forcer Vladimir Poutine à essayer de trouver une sortie diplomatique à cette aventure dans laquelle il s'est lancé. Donc là, on a un peu l'impression que l'Europe a rarement été aussi unie. Donc ça a été causé donc avec ce conflit ukrainien. Est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Il y aura un avant et un après. C'est un vrai réveil pour l'Europe. On voit cette Europe qui croyait, au fond, depuis 30 ans, qu'il ne pouvait plus y avoir de guerre sur le continent européen, que finalement tout ça a été dans notre passé. On voit aujourd'hui une guerre massive sur notre continent. Il faudra en tirer les conséquences de court terme, naturellement, mais vraiment des conséquences de long terme, c'est-à-dire réarmer l'Europe et se donner les instruments de notre souveraineté sur le plan militaire, mais aussi sur le plan énergétique, sur le plan économique, sur l'énergie par exemple. On voit bien que la Russie aujourd'hui utilise les liens sur le gaz ou le pétrole comme une arme politique, comme un levier d'influence. On n'est pas aujourd'hui
dans une logique de marché entre fournisseurs et clients qui se mettent d'accord sur un prix. Donc il faudra vraiment en tirer les conséquences de long terme. Et c'est très frappant de voir l'immense mobilisation des populations européennes en solidarité avec l'Ukraine aujourd'hui. Alors on a les États-Unis qui, depuis le début du conflit, sont très impliqués. D'ailleurs, ils préviennent depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'il y a des soldats russes qui sont massés à la frontière. Quel est l'intérêt exactement des Américains ? Alors, les Américains, déjà, on le sait, ont passé beaucoup de temps à nous prévenir, à révéler ouvertement leurs renseignements avant tout le monde. Et c'était une façon, je crois, de casser le récit et la propagande russe. On sait que la Russie, souvent, quand elle se lance dans ce type de guerre, ça avait été le cas en 2008 en Géorgie, en 2014 déjà en Ukraine avec l'annexion de la Crimée, trouve un prétexte, une sorte de provocation, un incident à la frontière et se pose comme l'agressé. C'est ce qu'elle a essayé de faire une fois de plus ici, mais on voit bien que les Américains avaient dévoilé tous les plans de la Russie en amont, ce qui peut expliquer aussi la grande mobilisation internationale. En revanche, les Américains l'ont dit, Joe Biden l'a répété, les Américains n'enverront pas de troupes en Ukraine pour se battre. L'OTAN, dont nous faisons partie, n'enverra pas de troupes. Donc, on soutient les Ukrainiens, mais on ne veut pas rentrer dans une confrontation directe avec la Russie qui pourrait effectivement escalader. Donc, nous ne sommes pas des co-belligérants. Donc, on est ici dans une posture aussi responsable. On entend beaucoup de provocations de la part des dirigeants russes vis-à-vis de l'Occident. Nous ne rentrons pas dans ces provocations, mais nous donnons aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Alors, une dernière question, très rapidement. Le président Volodymyr Zelensky, ukrainien, a dit « si l'Ukraine tombe, c'est l'Europe qui tombe ». On en est là ? Il a raison, Volodymyr Zelensky, c'est un test aujourd'hui. On voit tous les pays limitrophes qui sont dans l'Union européenne, dans l'OTAN, les États baltes, la Pologne, la Roumanie, et qui ont peur, naturellement. Aujourd'hui, les Ukrainiens meurent pour l'Europe, ils se battent pour la liberté de l'Europe. Je voudrais rappeler que ce conflit a commencé en 2014, à un moment où les jeunes Ukrainiens, sur la place du Maïdan à Kiev, se battaient pour se rapprocher de l'Union européenne. Pour la première fois de l'histoire, on a vu des jeunes se faire tirer dessus pour le drapeau européen. Ils essayaient de se battre pour un accord d'association avec l'Union européenne qu'ils voyaient comme un moyen de défendre la démocratie dans leur pays. Donc cette responsabilité, ça engage notre responsabilité d'Européens. Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir été en direct avec nous dans Télématin.